Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. Moi et Duchesse, je vous l'avais promis la dernière fois, elle est là. Bon, vous noterez que ça vient aussi du fait que j'ai changé mon horaire. Enfin, je vais vous expliquer. Sachez que de base, ce n'était absolument pas cette vidéo qui était prévue pour ce dimanche, mais la vidéo qui était prévue vient d'être démonétisée et strikée. Le sujet était bien trop important pour que je laisse YouTube la balancer dans un couloir sans fenêtre. Je vais le dire comme ça. Il est très tard. Je suis fatiguée. Je vous explique pas, entre enregistrement, montage, tout ça pour se faire striker. J'ai un peu les nerfs. Je suis un peu démotivée. Mais vous me connaissez, je ne lâche rien. Il était hors de question que je vous laisse sans vidéo ce dimanche. Donc je me suis rabattue sur un sujet que j'affectionne aussi, que j'aurais voulu un peu plus creuser. Mais en même temps, vous allez vous rendre compte, il est très compliqué d'avoir des informations sur le sujet suivant. Je me suis dit aussi que même s'il était intéressant, s'il était démonétisé ou striké, c'était moins problématique parce que même si l'histoire était intéressante, c'était pas du même acabit que le sujet initial. Mon sujet initial, je vais le retravailler de manière à passer au travers de la censure pour pouvoir vous le reproposer soit dimanche prochain, soit notre dimanche quand la vidéo elle sera revue et corrigée. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, j'ai un petit sujet qui est là, un sujet de secours parce que j'en ai toujours, étant donné que je connais les vicissitudes de la plateforme sur laquelle je travaille, mais qui est tout de même un sujet hyper intéressant et que j'espère que vous allez apprécier. Comme le disait Confucius, les signes et les symboles gouvernent le monde, pas les mots ni les lois. Ah, ça, qui mieux que nous le savons. On peut dire que cette affirmation est plus que jamais d'actualité dans une société où les symboliques en tout genre sont de plus en plus flagrantes et dans de nombreuses couches du pouvoir et autres industries. Vous le savez pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis longtemps, quels que soient les arcanes des pouvoirs, que ce soit le divertissement, les lobbies pharmaceutiques, la santé, en passant par l'industrie, fashion, etc. Les symboles sont partout. Tous les jours, nous sommes assaillis de symboliques évidentes, voire criantes. Et autant vous dire que plus je creuse, plus je découvre et plus je me rends compte que ces liens, ces flirts avec l'occulte remontent chaque fois bien plus loin que ce qu'on pourrait le croire. Ainsi, je suis tombée sur une histoire fascinante impliquant le petit homme rouge du destin. Vous allez voir que c'est un cute name pour un truc pas vraiment cute, qui a acquis une reconnaissance généralisée en tant que porteur de malheur et de calamités à travers le monde, mais qui surtout serait apparu à certaines des personnalités les plus puissantes, et ce, depuis plus de 260 ans. Oui, vous avez bien entendu, 260 ans. L'histoire du petit homme rouge semble être entourée de mystères et de superstitions. Et vous allez voir qu'il apparaît à plusieurs moments clés de l'histoire, impliquant des personnalités telles que Catherine de Médicis, Henri IV de France ou encore Louis XVI en passant par Napoléon Bonaparte. Ces récits varient en détail, d'accord? Parce que c'était, je vous le disais en début de vidéo, c'est pour ça que c'était un sujet secours, je voulais le creuser un petit peu plus, parce que c'était très problématique de trouver des infos, il y avait des contre-infos, etc. Mais quoi qu'il en soit, ils partagent souvent une similitude dans la prédiction d'événements tragiques. Vous allez voir, c'est fascinant. Et c'est maintenant. Allez, on y va les amis. Le petit homme rouge ou l'homme rouge était une figure mystérieuse et surnaturelle de l'histoire française, entre autres, et pas que, parce qu'en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait eu des apparitions répertoriées dans le monde entier. Mais moi, je vais me concentrer aujourd'hui surtout sur la France. Et il faut savoir que les gens croyaient que cette petite créature de couleur rouge avait des pouvoirs spéciaux et pouvait prédire des événements importants, en particulier ceux qui apportaient malheur ou catastrophe. En même temps, petit bonhomme rouge,
se doutait bien que ça allait pas nous annoncer des trucs super cool, quoi. Le petit homme rouge était décrit comme un petit être semblable à un gnome, habillé entièrement en rouge. Et encore, ça dépend les fois et à qui il est apparu. C'est pendant la construction des Tuileries en 1564 qu'eut lieu la rencontre furtive et énigmatique de Catherine de Médicis avec le petit homme rouge. Cet être aussi minuscule qu'effrayant, vêtu de rouge de la tête aux pieds, lui aurait alors prédit son destin funeste de reine, murmurant des prophéties on ne peut plus troublantes. Le petit être écarlate aurait prédit que la mort de Catherine serait près de Saint-Germain, déclenchant ainsi une série d'événements mystérieux. Malgré toutes les précautions de la reine, évitant soigneusement tout endroit portant le nom maudit, dès qu'il y avait Germain, si le gars s'appelait Germain, s'il y avait un saint dans les parages, et alors s'il y avait Saint-Germain, c'était mort. Et malgré tous ses efforts désespérés pour échapper à son destin, celui-ci était bel et bien scellé. Ainsi, les Tuileries, témoins silencieux des rencontres mystiques, portent encore les échos des avertissements du petit homme rouge, jetant une lueur énigmatique sur les pages sombres de l'histoire où le surnaturel danse avec les puissants. Et vous allez voir, ce n'est que le début d'une longue série qui n'est pas exhaustive, et je le répète, je suis lourde quand je suis contrariée, excusez-moi, en plus qui nécessite beaucoup plus de recherche. Parce que voilà, c'était vraiment, je l'avais travaillé le sujet, mais je l'ai quand même pris en cours, quoi. Henri IV de France a également eu une rencontre similaire avant son assassinat en 1610. De même, Louis XVI aurait été lié à l'apparition du petit homme rouge peu avant sa capture pendant la Révolution française en 1792. Marie-Antoinette a également aperçu l'être dans le couloir du palais des Tuileries en 1792, juste un jour avant que le palais ne soit pris d'assaut par une foule, mettant ainsi fin à la monarchie. Les gardes ont même prétendu avoir vu l'homme rouge dans la prison où Louis et Marie-Antoinette attendaient leur exécution en 1793. Il y a aussi eu, à cette époque, le cortège de Marie-Antoinette qui a décrit avoir été surpris par la soudaine présence d'un petit homme entièrement vêtu de rouge écarlate qui les regardait avec des yeux si surnaturels qu'ils étaient restés figés de terreur et avaient fui sans demander leur reste sous le visage médusé de la reine. Donc vous voyez des témoignages divers et variés. Ces récits, vous vous en doutez, sont souvent considérés comme des légendes ou des anecdotes teintées de mysticisme. Il est difficile de discerner la part de la réalité, de la part de la fiction entre les récits, d'autant plus que les détails, je vous le disais, peuvent vraiment varier selon les sources. Certains considèrent ces histoires comme des exemples de prédictions auto-réalisatrices où la connaissance de la prédiction peut influencer le comportement des individus, les conduisant involontairement vers le dénouement redouté. Il y a une espèce de logique, je peux l'entendre. D'autres y voient la preuve des connexions de l'élite avec l'occulte. Et là, il faut avouer, depuis maintenant un peu plus de 3 ans que j'ai ma chaîne, j'ai tendance à m'orienter vers celle-là, moi, personnellement. Donc, vous vous doutez que ma vidéo, il y a un parti pris, hein. Donc, soyez pas surpris. Il faut bien avouer que c'est assez perturbant compte tenu du nombre de témoignages à travers l'histoire française. Et encore, je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Et personnellement, j'aurais pu revenir sur chacun d'entre eux, mais j'ai préféré, manque de temps, etc., vous savez, gardez-le en tête. Mais j'ai surtout préféré me concentrer sur Napoléon Bonaparte, parce que pour moi, déjà, c'est là où j'ai trouvé, dans mes recherches, le plus d'infos et qui est le plus troublant. Parce que oui, Napoléon Bonaparte a lui aussi eu droit à son entretien avec l'homme écarlate. Napoléon Bonaparte, vous le savez, était un leader militaire et politique de la France dont les actions ont façonné la politique européenne au début du XIXe siècle. Il a été initié à la loge maçonnique Armi Philadelphia en 1798. Ses frères Joseph, Lucien, Louis et Jérôme étaient également francs-maçons.
Je sais, personne ne sera surpris, c'est pas ça la révélation la plus incroyable. 5 des 6 membres du Grand Conseil de l'Empire de Napoléon étaient francs-maçons aussi, tout comme 6 des 9 officiers impériaux et 22 des 30 maréchaux de France. L'association de Bonaparte avec la franc-maçonnerie a toujours été minimisée dans les archives historiques, rien de nouveau sous le soleil, mais pas que. En effet, j'ai découvert des anecdotes incroyables sur Napoléon Bonaparte dont je n'avais jamais entendu parler et que je voulais absolument partager avec vous, vu qu'elles ont tendance, les amis, à confirmer tout ce que nous supputons concernant les élites obscures de ce monde. Saviez-vous déjà qu'il existe une rumeur, une hypothèse, appelez ça comme vous voulez, une théorie, qui voudrait que Napoléon ait été aidé par des pouvoirs occultes? Non, vous ne le saviez pas? Eh bien écoutez, vous allez halluciner. Napoléon n'était pas étranger à l'intrigue, à la superstition ou au surnaturel. Commençant en tant que jeune officier d'artillerie au milieu de la sanglante Révolution française, Napoléon est rapidement élevé en puissance et en reconnaissance. Il aspirait à découvrir et à dévoiler les mystères et légendes de la vie. Il n'a d'ailleurs pas hésité à organiser une campagne en Égypte où il écrivit sur les mystères des pyramides et des pharaons. D'ailleurs, pendant son séjour à Gizeh, il aurait passé une nuit seul dans une chambre des rois avec pour compagnie une seule et unique bougie. À sa sortie le lendemain matin, silencieux, secoué et perturbé, il ne put ni répondre à son officier subalterne qui lui demandait s'il allait bien, ni même partager le récit de cette fameuse nuit. Interrogé sur son lit de mort à ce sujet, il aurait répondu que même s'il le disait, on ne le croirait jamais. D'ailleurs, petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet, mais que je veux connecter à cette anecdote parce que je l'ai trouvée passionnante, en tout cas mystérieuse, énigmatique, et c'est compliqué d'avoir plus d'infos autour de ça, mais je désespère pas. Il y a le docteur Paul Brunton, philosophe britannique, qui lui aussi a passé une nuit seul dans la même chambre, dans la même pyramide, et il a décrit sa propre expérience et prétend avoir acquis cette nuit-là, pour la première fois et unique fois de sa vie, la capacité de se projeter astralement grâce à l'énergie des pyramides. Donc s'il faut, Napoléon a eu la même expérience, s'il faut, il en a eu une complètement différente, mais je voulais vraiment, parce que c'est la seule chose que j'ai trouvée un peu similaire, et je voulais vraiment la porter à votre attention, parce que je trouve qu'en plus ça a du sens. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Napoléon aurait donc fait la connaissance de cette mystérieuse figure écarlate dont Catherine de Médicis, Marie-Antoinette et compagnie avaient déjà fait la connaissance pour la première fois lors de son voyage en Égypte en 1798 au cours de sa campagne. Ce serait à ce moment précis de l'histoire que l'entité aurait conclu un accord avec lui, une espèce de pacte, lui promettant des victoires pendant une décennie. L'entité, revêtue de rouge, se serait manifestée comme un esprit ou un génie, prophétisant le destin de Napoléon et lui prodiguant des conseils avisés. Elle lui aurait révélé qu'elle avait conseillé les dirigeants français auparavant et que tant qu'ils l'avaient écoutée, ils avaient été couronnés de succès et que de toute façon, elle avait été avec Napoléon depuis son enfance. D'ailleurs, j'ai aussi découvert, parce que j'ai voulu remonter, mais je pense qu'il faudrait que j'en fasse un sujet complet, Napoléon est un des rares bébés, parce que les chiffres sont dingues, à être né à l'intérieur d'une coque, parce que j'ai le texte en anglais dans la tête, je suis désolée, je vous mettrai exactement le terme, parce que c'est passionnant. Vous savez, il est né dans la poche de liquide amniotique. Donc c'est un bébé et il y a beaucoup de croyances autour de ça.
Et étonnamment, Louis XVI aussi. Je voulais le dire parce que le fait que l'entité lui dise qu'elle était présente depuis son enfance, sa plus tendre enfance, et l'histoire de sa naissance qui est quand même couronnée de quelque chose d'extraordinaire, hein, parce que, je vous dis, les statistiques concernant ces enfants qui naissent dans cette poche sont quasi nulles. Je trouve que voilà, il n'y a pas de coïncidence, quoi. Encore une fois, moi, je ne crois pas aux coïncidences. Bon, on me prouve encore que j'ai raison. Elle a donc mis cette entité en garde contre les échecs imminents et l'encerclement de la France par ses ennemis. Les récits d'époque suggèrent que l'homme rouge avait une clairvoyance remarquable, anticipant les triomphes de Napoléon sur les champs de bataille d'Europe. Intriguant, il aurait même averti Napoléon de futures alliances contre lui, impliquant la Russie, la Turquie et la Grande-Bretagne. À partir du moment où Napoléon dit avoir rencontré et écouté cette entité rouge, on connaît son tableau de chasse, autant dire que le monsieur a assez magistralement illustré dans sa tentative de conquête du monde. Mais en 1809, malgré le succès retentissant et indéniable de ses campagnes militaires, Napoléon demanda à l'homme en rouge une prolongation de 5 ans du contrat, du pacte, je ne sais pas comment l'appeler, initial qu'ils avaient scellé ensemble lors de leur premier entretien près des pyramides. Le bonhomme rouge le lui aurait accordé avec comme seule et unique condition que Napoléon ne s'approche ni de près ni de loin de la Russie. Vous connaissez l'histoire, Bonaparte a ignoré cette condition de ne pas faire campagne en Russie, convaincu qu'il était qu'il pourrait vaincre les Russes rapidement et facilement avec une armée de 600 000 hommes. Donc il avait pris la confiance. Je pense qu'à un moment donné, il a cru qu'il était imbattable, indétrônable, inaccessible. Sauf que cette fois, les choses, étonnamment, ne se sont pas déroulées comme il l'avait prévu. Et en 1814, alors que la bataille faisait rage, c'est là qu'un membre proche de l'entourage de Napoléon, le conseiller d'État, le comte Louis Molé, a rapporté avoir été témoin d'une conversation entre Napoléon et un étrange homme rouge. Il raconta que cet étrange individu, un homme qu'il décrivit, alors pour lui, quand l'homme lui est apparu, il était plutôt grand. Pas de petit homme moche. Il décrivit le personnage grand, tout en rouge, mais assez, voire très énigmatique, et qui s'est présenté à lui avec une certaine prestance, une certaine arrogance, en lui disant de transmettre sur le champ le message à Napoléon que l'homme rouge est là et qu'il le veut et qu'il doit lui parler sur le champ. Molé, sceptique et réticent, avoue que malgré le fait d'avoir été intimidé par l'aura de la figure de cet homme tout habillé en rouge, il a initialement refusé l'audience. Mais après, lorsqu'il finit par avertir Napoléon qu'il y avait un mec qui avait demandé à le voir tout en rouge, etc., un petit homme rouge, un grand homme, en tout cas un homme habillé en rouge, Napoléon aurait blêmi et répondu de le laisser entrer immédiatement. Molé a confessé dans ses écrits avoir écouté à travers les portes, troublé par l'impression que lui avait fait cet étrange personnage et surtout la réaction de Bonaparte qui n'était pas du genre à blêmir ou à rougir facilement. Il entendit alors l'homme écarlate s'adresser à Napoléon sur un ton que personne n'aurait jamais osé utiliser face à l'empereur et lui dire que cette fois, c'était la 3e et certainement la dernière apparition qu'il lui octroierait. Il lui dit « La première fois, nous nous sommes rencontrés en Égypte, à la bataille des pyramides. La deuxième, après la bataille de Wagram, où je t'ai accordé 4 ans de plus pour achever la conquête de l'Europe ou pour conclure une paix générale. Si tu ne faisais aucune de ces 2 choses, je te retirais ma protection. Maintenant, je suis venu pour la 3e et dernière fois te prévenir que tu as maintenant 3 mois, pas 1 mois de plus, pour mener à bien l'exécution de tes plans ou pour accepter les propositions de paix, mais quoi qu'il en soit pour clore la situation. Si tu n'accomplis pas l'une ou n'adhères pas à l'autre, tout sera fini pour toi. Molé mentionne que l'homme rouge insista lourdement sur les termes de leur contrat en lui répétant « N'oublie pas les termes de notre contrat avant de
laisser, de quitter Napoléon furieux et seul. Napoléon, qui déjà s'était manqué, qui avait décidé malgré tout de ne pas suivre les directives et qui s'était déjà donc rapproché de la Russie et qui était déjà sur la pente descendante, dans une tentative désespérée de gagner du temps, il lança une nouvelle campagne à l'Est. Mais tout a été en vain. Contre toute attente, les Russes se sont retirés sans crier gare, ont délibérément coupé les lignes d'approvisionnement, mettant en œuvre une politique de la terre brûlée. Cette stratégie a entraîné la destruction totale des cultures, des réserves alimentaires et même de la ville de Moscou. Les Français se sont retrouvés affamés alors que l'hiver redouté de la Russie s'installait. Les armées alliées ont marché sur Paris le 31 mars 1814 et en avril de la même année, 3 mois après la dernière visite du petit bonhomme rouge à Napoléon, l'empereur a été contraint d'abdiquer et a été exilé sur l'île d'Elbe. Il a quand même réussi à s'y échapper et a repris le pouvoir, mais a finalement été vaincu par les armées de Wellington à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815. Il a alors été exilé à Sainte-Hélène, une île isolée au milieu de l'Atlantique, où il est resté en exil jusqu'à sa mort en 1821. Bien sûr, ça c'est les données officielles. Avec tout ce qu'il avait accompli, finir comme il a fini, c'est quand même très ballot, quoi. Le spectre rouge, quant à lui, n'a plus jamais été vu ni entendu. On dirait bien que Napoléon Bonaparte a payé son effronterie. Dites-vous que ce n'est pas les seules fois où dans son entourage on a entendu parler de l'homme écarlate. Cela fait écho même au propre récit de son général, le général Rapp, qui parlait dans ses carnets de l'influence de l'homme rouge sur Napoléon. Il raconte comment un jour, alors qu'il entrait dans le quartier général de Napoléon pour discuter d'une affaire urgente avec lui, il a vu Napoléon immobile, regardant le ciel par la fenêtre. Napoléon aurait remarqué sa présence tout en gardant ses yeux fixés sur le dehors, demandant à Rapp si lui aussi voyait l'étoile rouge du destin aussi grosse que la lune. Dans ses écrits, Rapp détaille comment Napoléon parlait souvent de son étoile rouge et ardente et affirmait que souvent elle venait parfois à lui sous la forme d'un homme rouge. Alors, c'est quand même, faut avouer que cette histoire est quand même super étrange. Je sais aussi que ceci expliquerait cela. Il y a bien sûr, il y a toujours des gens, parce que j'ai remarqué que dans certains de mes commentaires, j'ai toujours des pseudo-scientifiques ou des pseudo-historiens qui sont très arrêtés sur les théories qu'ils ont décidé de soutenir. Alors moi, tu soutiens ce que tu veux, tu as les idées que tu veux, je ne suis là pour convaincre personne. Je découvre des histoires fabuleuses et on les partage ensemble parce que plus on en sait, plus on en connaît, plus il est facile d'avoir des convictions, de créer sa propre réalité, de décider de ses propres vérités. Parce que ta vérité à toi n'est pas forcément ma vérité à moi et vice-versa. Je ne vais pas faire de la philo non plus. Mais tout ça, je voulais vous dire que encore une fois, tout n'est que théorie et que là, je sais qu'on va me dire oui, mais bon, en même temps, Napoléon, il était un peu bizarre. Si tu t'en réfères à l'histoire, il est né en Corse en 1769, lorsque la Corse était encore sous contrôle français. La Corse n'était pas une île riche et elle comportait un peu de nombreux contes populaires locaux ainsi que beaucoup de croyances dans la sorcellerie, le mauvais œil, etc., qui existaient dans la vie quotidienne des autochtones. Et donc, du coup, ceci expliquerait cela et finalement peut-être que c'est qu'un délire. Alors déjà, à vous, je vous arrête. Je sais, parce que j'ai même découvert que l'infirmière qui s'était occupée de Napoléon quand il était bébé, puis parce qu'en plus je vous dis, il y a eu cette naissance tout à fait étrange, on va pas dire étrange, on va dire qui sort de l'ordinaire, qui prêchait, cette infirmière, qui a prêché, parce qu'elle l'a accompagnée jusqu'à, je sais plus, je crois, jusqu'à ses 7 ou 8 ans, qui prêchait sur l'importance de repousser les démons et les mauvais esprits. Ce que je veux bien concevoir a peut-être façonné l'intérêt ultérieur de Napoléon pour le côté mystérieux de la vie. C'est vrai, Napoléon s'est toujours intéressé aux histoires de fantômes et au surnaturel. Il entretenait aussi de fortes superstitions telles que son aversion pour les vendredis ou le nombre 13. Donc j'avoue que du coup on peut légitimement se demander si l'histoire de l'homme rouge qui n'existe maintenant que dans les pages des contes et s'estompe dans le chuchotement des jours lointains n'est pas simplement un pur délire, genre une légende urbaine. En vérité, il y a beaucoup trop de personnes à travers l'histoire
qui ont relaté ces étranges apparitions. Et qui peut affirmer ce qu'était cette apparition, ou même si c'était réel, parce que, je vous le répète, malgré les nombreux témoignages, observations et rapports à travers l'histoire, je trouve que c'est vite fait de cataloguer ça comme oui, c'est des légendes urbaines, c'est n'importe quoi, où t'as trouvé ça, tes sources. Je les vois d'ici, les commentaires. Mais bon, vous voyez, donc je trouve que c'est quand même un peu gonflé, sans plus de recherche que ça, parce que c'est fascinant. Par contre, très compliqué à trouver, ça, je le cache pas. Mais il faut quand même avouer que c'est encore une question dont personne ne peut affirmer avoir la réponse. Tu peux penser que c'est faux, tu peux penser que c'est vrai, mais tu peux pas dire oui c'est vrai, oui c'est faux, parce que tu n'en sais pas plus que moi. Voilà. Il n'en reste pas moins que c'est quand même assez incroyable et pertinent que cet homme en rouge soit apparu à de nombreux personnages historiques à travers les siècles, et pas qu'en France. Parce que j'ai remarqué une ressemblance entre le petit homme rouge tel que je l'ai lu et tel qu'il a été décrit dans les extraits ou les livres que j'ai pu compulser, avec un nain prophétique vêtu de rouge du folklore de Détroit. Encore une fois, Détroit, vous n'allez pas me dire. Depuis que j'ai remarqué, je sais pas, depuis qu'on a remarqué tous ensemble, en tout cas moi récemment, depuis que j'ai remarqué que Détroit était le siège de beaucoup de mystères, eh ben encore Détroit qui se retrouve dans la picture. Vous n'allez pas me dire que c'est quand même pas dingue. Alors, il est connu dans le folklore de Détroit sous le nom de Nez Rouge. Et vous allez voir, c'est frappant. Selon la légende, le fondateur de Détroit aurait vu le Nez Rouge après qu'une diseuse de Bonaventure l'ait averti de ne pas, surtout pas le mettre en colère. Selon l'histoire, comme Napoléon, il ignora l'avertissement et depuis lors, la créature est considérée dans la région comme un signe de désastre imminent et de malchance. Pour preuve, le Nain Rouge fit une apparition le 30 juillet 1763, avant la bataille de Bloody Run, où 58 soldats britanniques furent tués. On rapporte que le Nain Rouge a été vu dansant parmi les cadavres des soldats et a fait couler la rivière Détroit rouge de sang pendant plusieurs jours. 2 ouvriers du bâtiment encore prétendent avoir vu le Nain Rouge dans les jours précédant les émeutes de Détroit en 1967. Le Nain Rouge aurait été vu monter au sommet d'un poteau téléphonique avant de sauter et de s'enfuir avant une énorme tempête de verglas en 1976. Encore, plusieurs personnes ont signalé avoir vu le Nain Rouge dans les jours précédant un grand incendie qui a détruit une grande partie de Détroit en 1805. Juste avant de rendre Détroit, pendant la guerre de 1812, le général William Hull a déclaré avoir été attaqué par un nain sorti du brouillard. Et j'ai même vu qu'en 1884, une femme a affirmé avoir été attaquée par le Nain Rouge. Elle a décrit la chose qu'il a attaqué comme un babouin à tête cornue, aux yeux agités et au sourire diabolique. Et pour le plus récent que j'ai trouvé, en 1996, 2 hommes ont signalé avoir vu une créature qui ressemblait au Nain Rouge s'enfuir du lieu d'un cambriolage de voiture. Alors c'est quand même, faut avouer, je sais pas, moi j'ai trouvé le truc assez incroyable. Certains analystes pensent que l'histoire du petit homme rouge n'est qu'une métaphore de la fin malheureuse qui attend de nombreuses personnes d'importance royale. Leur destin sont quelque peu prédestinés à être tragiques en raison de la nature de leur rôle, et il y a toujours quelqu'un qui cherche à les obtenir, enfin en tout cas à les faire disparaître, comme d'autres cherchent à les vénérer. Créer des histoires qui semblent renforcer l'importance de ces souverains auprès des êtres surnaturels renforce également leur importance dans l'esprit de leur sujet. Ça aussi, je veux bien l'entendre, je veux bien le comprendre. Mais encore une fois, là, pourquoi des histoires similaires ? Je sais pas quoi, quitte à inventer des délires pour assurer ta suprématie, je sais pas, invente un truc de fou. Enfin, moi, j'aurais pas inventé un nain rouge avec des yeux gobuleux qui ressemble à un babouin. Je me serais inventé, genre, une entité monstrueuse que j'aurais maîtrisée. Tu vois, un truc pour... je sais pas, il me semble. Moi, une chose est certaine, le petit homme rouge semble être un conte trop spécifique et durable dans le temps pour n'être qu'une fabrication complète. J'ai tendance à croire qu'il est possible que quelques petits hommes aux capacités psychiques ont tous approché les dirigeants à travers le monde avec des révélations. En tout cas, que les dirigeants soit d'une façon ou d'une autre connectés avec un monde invisible et qu'ils aient accès à des sources d'informations ou à des connaissances que nous,
on nous dissimule, ça c'est une conviction. Je dis pas que j'ai raison, c'est une de mes convictions. Peut-être que le petit homme rouge était un extraterrestre ou un voyageur temporel, j'en sais rien, et nous ne le saurons peut-être jamais. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est quelque chose qui est à creuser, qui est continué. Je vais continuer, hein, je vais chercher plus d'infos parce que je vous dis c'est très très difficile et puis en plus le sujet n'était pas prévu. Mais j'ai découvert aussi qu'ici dans les croyances amérindiennes, il est dit que le nain rouge pourrait être un tulpa. C'est un personnage fictif qui prend vie grâce au pouvoir de la conscience collective. Si un grand groupe de personnes croit qu'il existe, certains pensent qu'il peut être créé à partir de cette énergie de pensée collective. Ça aussi, j'ai trouvé très intéressant et je compte bien croiser en ce sens. Alors vous les amis, que pensez-vous? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette histoire du petit homme rouge. Du coup, en plus, j'ai l'impression qu'on ne le respecte pas trop, petit homme rouge, alors qu'il est très très méchant. J'aurais pu trouver un truc qui claque plus. Mais je vous dis, j'ai eu une journée terrible avec 2 enregistrements dans la même journée. Vous avez vu, il fait nuit, je vais pas me plaindre, je vais pas faire Marie la désolée, mais la vérité, c'est que je suis épuisée. Un peu frustrée, mais j'espère que cela vous aura plu. En tout cas, vous savez que pour m'aider, parce que là, vu que j'ai été démotisée, que j'ai une vidéo qui est sur parce que j'ai fait appel, mais la vidéo est sur le fil du rasoir, vous savez comment m'aider. Vous savez, vous connaissez le meilleur moyen pour soutenir cette chaîne. On like à fond, on commente, on partage. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Et surtout, avant de striker, de censurer, quand tu as du poids et que tu n'abuses pas, ou en tout cas que tu trouves la façon de contourner un petit peu, ils sont plus récalcitrants, quoi. Ils y voient moins franco que quand ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette youtubeuse à 2 vues. Et puis je pense que ces informations, ne serait-ce que pour éveiller la curiosité et pour vous pousser à faire vos propres recherches et à découvrir qu'il y a tellement de choses intéressantes qu'on nous a dissimulées et que l'histoire du monde va bien au-delà que les programmes scolaires qu'on a tenté de nous incruster pendant toute notre enfance. Il y a des choses à explorer qui sont bien plus fantastiques. Et rien que si j'arrive à faire ça, j'aurais tout gagné. Voilà les amis, c'est fini pour moi. N'oubliez pas de me rejoindre en semaine sur Instagram. Je suis très active en story. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.